Allô. Ça va? Ça va. Where are you from? Sudan. Okay. I'm from Sudan. أنا صحفي في فرنسا. مسوي. Lugha Congo, Mali, Niger, Algeria, Morocco, French. Libya. What is All French? these countries. But I tell you another English. English, yes. I was in Kenya. Yes. And Cameroon. Yeah. You say where I come from, right? Sometimes I live, but Du coup là on est à la warehouse, donc il y a un peu de bruit parce qu'il y a beaucoup d'assos qui bossent ici. Ici c'est RCK, Refugee Community Kitchen. Donc en fait ils distribuent des repas chauds aux personnes exilées et ils nous font aussi une petite portion pour tous les bénévoles qui travaillent à la warehouse. Donc c'est super et ça fait longtemps qu'ils sont là et c'est vraiment trop cool de pouvoir donner de la nourriture chaude aux personnes exilées parce qu'il y a des associations mandatées par l'État qui le font, mais c'est à des horaires très précises et c'est pas forcément des plats qui sont très élaborés. Donc là c'est vraiment cool. Là autour de nous, c'est que des dons. Ouais, du coup ça c'est ce qu'on appelle le free shop. C'est des choses qui sont aussi à destination des bénévoles parce qu'elles peuvent pas être données aux personnes exilées. Donc en fait on a régulièrement des dons pour que ce soit pour les personnes exilées ou pour les personnes qui viennent en aide et qui travaillent auprès des personnes exilées. Ici c'est un peu notre endroit commun pour tout le monde. C'est cool, c'est là où on se retrouve, où on peut discuter avec les différentes assos. C'est là aussi où le repas est servi le midi. Et ici on a un charity shop, pareil c'est des choses qui ne peuvent pas être données aux personnes exilées
et qui du coup sont à destination des bénévoles ici. Parce que ça tourne beaucoup ici, il y a vraiment un nombre de bénévoles assez important. Beaucoup de nationalités aussi, non? Ouais, on avait beaucoup de Britanniques qui venaient. Maintenant c'est un peu plus compliqué avec le Brexit, mais sinon c'est vrai qu'on a surtout des personnes qui viennent d'Europe. Mais vraiment, ça parle un petit peu toutes les langues et tout, c'est toujours Pourquoi super. c'est plus compliqué qu'avant avec le Brexit? Il y a des nouvelles réglementations. Je m'y connais pas énormément sur ça, mais en tout cas, ils font en sorte que les personnes peuvent moins facilement venir faire du bénévolat ici en tout cas. Et c'est vrai que ça peut faire un sacré trou dans certaines associations comme Refugee Community Kitchen, où c'est énormément de Britanniques qui venaient. Et donc on va voir là sur le temps comment ça se passe, mais possiblement il va y avoir un manque de volontaires ici. Donc on fait régulièrement des appels à bénévoles, comme là actuellement, parce que c'est vraiment selon les périodes. Il y a des périodes de creux où il y a vraiment un manque de bénévoles, comme là actuellement, entre la période estivale, la rentrée scolaire, où il y a énormément d'étudiants en fait qui viennent ici. Et donc quand les études reprennent, ils sont obligés de partir. Et donc il y a toujours un laps de temps où c'est plus compliqué. Et à partir de l'hiver, c'est plus des bénévoles qui viennent pour du long terme. Donc 2, 3, 4, 5 mois, 6 mois souvent au maximum. Certains restent plus longtemps, mais au bout d'un moment, c'est tellement un contexte particulier qu'on ne peut pas rester trop longtemps pour sa santé mentale. Donc voilà, on va pouvoir continuer le tour. Donc ici c'est le stock de Utopia 56, c'est tout leur stock vêtements, tout ce qu'il y a pour les distributions, etc. C'est Utopia 56 Calais. Il y a aussi une antenne à Grande-Sainte où de temps en temps ils viennent aussi pour récupérer des affaires ici, mais ils ont leur propre lieu de stockage aussi. Ici c'est le lieu de préparation de Calais Food Collective. Donc c'est un collectif qui distribue de la nourriture sèche aux personnes exilées pour qu'elles puissent se faire elles-mêmes à manger. Donc beaucoup de stocks, pareil, c'est des dons qui sont assez régulièrement... On va dire on teste là et on ira... Les grandes, celui-là? Non, les grandes, je pense, il faut les poser dessus. Désolée. Comment on fait? On les pose pas. Ok, vas-y, ça, j'ai une grande Tania, cigarette. c'est quoi, ça? Je sais pas, Est-ce que je peux poser le premier, s'il vous plaît? Ça a l'air, non? Ouais. Il y en a assez, là, je pense. Qu'est-ce qu'en fait c'est pas cool? En fait, il va falloir bien plus pour ce panneau. Enfin, pour le panneau de là-bas, en fait. Ouais. Il y en a assez de la colle en dessous là? Celui-là? Effectivement, à l'hôtel, c'est pas comme ça. Mais là, ils vont pas à l'hôtel, c'est d'actuel. C'est un peu plus rapide. Ah, mais là, c'est un A3 en fait. Ouais. C'est pas grave. Non, mais au pire, quelqu'un peut commencer à aller faire celui de là-bas, non? Ouais. L'hôtel aussi. Bah, Fiona, tu voulais toi, non? J'ai pas de colle. Ah, mais on va. C'est vraiment l'heure de pointe. Alors, du coup, on a été bloqué genre sur la bretelle. Suivre, être juste derrière eux. Non, on dit pas juste derrière, on tout suivre. C'est ça qu'on les a rattrapés. Ici, c'est le Woodyard. Donc là, actuellement, c'est toujours. L'activité n'a pas repris. Ça va reprendre là fin septembre, début octobre. C'est de la distribution de bois pour les personnes exilées, donc pendant tout l'hiver. En fait, ils stoppent leur activité pendant l'été pour pouvoir stocker un maximum de bois et ils reprennent quand les températures recommencent à baisser. Et ici, il y a également Chanty, qui est une association qui en fait fait des ateliers avec les personnes exilées et les Calaisiens pour renouer un petit peu le lien. Et c'est ça s'appelle la low take, c'est récupérer les différents éléments. Ouais, on a un générateur de là. récupération. Ouais. Et ça c'est pour les distributions. Pour les, on va aller le voir, c'est Refugee Infobus qui s'en sert surtout. C'est pour les stations de chargement de téléphone. C'est une demande qui est vraiment hyper importante à Calais, Grande-Sainte et dans tous les lieux de vie, c'est de pouvoir recharger son téléphone. Et du coup, c'est vrai qu'on a eu une période pareille au mois d'août, juillet, où il n'y avait pas assez de générateurs en fait. Du coup, c'était pas possible de charger tous les téléphones.
Donc pareil, il y a eu des demandes de dons de générateurs entre les différentes assos, beaucoup d'échanges. Donc voilà, donc ça c'est les stocks de CFC. Bonjour. Bonjour. Souvent ils ont des... En fait c'est très ponctuel aussi. Ils ont des dons de temps en temps et ils distribuent jamais les mêmes choses. Là il faudrait un making of pour pouvoir voir ce qui est en train de se passer. Bon là du coup la petite caravane c'est le mini bureau de Refugee Infobus. Ça là soit ils font différents lieux de vie et donc en fait ils installent une tonnelle et avec des prises etc. Les personnes peuvent s'asseoir, charger leur téléphone, échanger. Il y a de la musique aussi, c'est vraiment une association super cool. Donc ça c'est pour l'entrepôt, sachant qu'il y a d'autres associations qui sont dans un nouvel entrepôt. Il y a Collective Aid qui est une association de distribution de vêtements, chaussures, etc. Et Refugee Women's Center qui est donc l'association qui va venir en aide aux femmes et aux enfants. Donc voilà. Pour mieux quoi? Non, je disais trucs de solidaire. En vrai, c'est relou de De les cacher. Moi, j'aime bien, moi, ouais, où il y a plus de passage. C'était pas hyper bien placé. En fait, on avait gros. Non, il y a ce centre-ville. Non, très bien, c'était au feu au Chanel. Alors moi du coup je suis venue à Calais, donc déjà je suis pour HRO, Human Rights Observers, donc le bureau qui est juste là-bas, parce que ça fait longtemps que je m'intéresse aux politiques migratoires. J'ai beaucoup travaillé sur les politiques migratoires en Europe et j'ai envie de faire du plaidoyer plus tard. En fait je trouvais ça vraiment hypocrite de vouloir faire du plaidoyer et de ne pas avoir vu réellement ce qui se passait, et comme j'avais beaucoup entendu parler de Calais, j'ai décidé de venir pour 6 mois. Jusqu'à décembre, mais je m'attendais pas à ça. J'ai beau être avertie de ce qui se passe, en fait tant qu'on ne le voit pas de ses propres yeux, c'est une toute autre réalité et c'est vraiment enrichissant d'être ici pour son projet personnel, mais ça reste tellement particulier comme lieu. C'est quoi le truc qui t'a le plus marqué? La police. Parce que du coup nous, HRO, on travaille sur les violences d'État. Donc par violence d'État, on entend violence policière principalement et expulsion. Donc on travaille en fait sur la documentation, l'observation des opérations d'expulsion qui ont lieu toutes les 48 heures à Calais, 2 fois par semaine à Grande-Synthe. Toutes les 48 heures à Calais, c'était ce qu'on disait avant, maintenant c'est plutôt quotidiennement. Le matin comme l'après-midi. Là actuellement il y a une expulsion qui est en train de se dérouler en plein après-midi. Et c'est des dispositifs policiers qui sont très importants. Et c'est des méthodes qui sont un peu irréelles. Et en fait c'est vraiment une politique de harcèlement et c'est ça qui est compliqué à voir au quotidien. De se dire qu'on est un peu impuissant face à ce qui se passe ici. On essaye de faire au mieux, on essaye d'observer, de documenter, de récolter de la donnée pour avoir une trace de ce qui se passe ici. Mais ça reste compliqué. Attends, mais en vrai, arrache le truc. Hein. Non, il n'y a pas le droit d'arracher. C'est l'époque? Tu sais, les confinements, Ça crée des frustrations. Ah ouais, c'est pas mal, hein. En fait, si tu l'avais fait, c'était pareil. Cette scène est vraiment incroyable. En fait, oui, nous, on a Désolée, la capacité Laetitia. de coller comme ça. Allez, on cache les petites de filles. Tout de suite. C'est bon, je descends.
Ah bah non, parce que du coup maintenant il faut que tu roules par-dessus. Ah merde, ouais, c'est vrai. Non, en vrai, il y a Oh, moyen. j'ai l'impression de caresser cette femme. Beaucoup de gens qui exploitent ce que vous apportez comme données des chercheurs, des politiques, des sociétés. Surtout des chercheurs, ouais, journalistes et chercheurs. Les politiques, ça dépend desquels. De temps en temps, on a des demandes. Mais en fait, tous les mois, on publie une note mensuelle. Et celle-ci, on l'envoie à une liste en fait, de journalistes, d'associations, d'institutionnels. Et après, c'est repris en fait, dans des rapports. On a par exemple l'Observatoire des expulsions, qui est fait par la Fondation Abbé Pierre, et Rome Europe, qui permet de montrer en fait, toutes les expulsions qu'il y a en France. Et donc on voit très bien que c'est très centralisé sur Calais Grande-Sainte, mais il y a aussi d'autres endroits en France. Et on travaille aussi avec par exemple un chercheur de Human Rights Watch qui veut travailler sur le contexte à Calais. Et en fait nous, comme on centralise tout, c'est vraiment assez facile de donner tout ce qu'on récolte. Et c'est vraiment important parce que nous on veut en fait... ce qu'on fait, c'est pas facile tous les jours. C'est compliqué d'être tous les jours face aux forces de l'ordre. Mais l'objectif, c'est du très long terme. On est une association qui travaille vraiment sur le long terme, contrairement à d'autres associations à Calais. C'est ce qui en fait un peu la particularité. Mais c'est vraiment un projet qui personnellement me tient vraiment à cœur parce que on montre en fait ce qui se passe et en fait c'est des chiffres et les chiffres ça parle. Et quand on voit qu'entre juin et août, il y a eu plus de 1100 tentes qui ont été volées par les forces de l'ordre, alors qu'il n'y a plus de distribution de tentes en fait cet été. Ça montre vraiment la politique sécuritaire répressive qui est mise en place par l'État. Et c'est assez en fait, c'est une bonne illustration en tout cas de ce qui se passe ici. Et je pense que c'est un projet qui marcherait pas non plus sans les autres assos. Et c'est ça qui est super à Calais, c'est que tout est interassociatif. Et en Là, fait, par exemple, il y a plusieurs associations au sein de la web. c'est ça. Et en fait, toutes les semaines, il y a des réunions. Toutes les semaines, on fait le bilan de ce qui s'est passé sur chaque terrain. Et en fait, chacun aborde Calais d'une manière différente, voit des choses différentes. Mais en fait, au final, on sait que tous se regroupent derrière cette politique de harcèlement. Et c'est super en fait de pouvoir avoir les conseils des autres associations, savoir ce qui ne va pas dans tel endroit, ce qui ne va pas dans telle association, qu'est-ce qui manque, etc. Et ça permet aussi de pouvoir nourrir le plaidoyer et d'être un peu plus fort sur ça. Et chaque association en fait elle a son propre mandat. Les associations elles fonctionnent en... Vraiment, on ne va pas aller sur le terrain de quelqu'un d'autre, pas sur le terrain géographiquement, mais sur le terrain. Et ça, c'est super important. L'objectif, c'est aussi de pouvoir référencer toutes les personnes qu'on croise, de pouvoir les référer vers les associations qui seront les plus compétentes. Et voilà pour ça. Je m'appelle Emmanuel, je suis bénévole au CFC, au Calais Foot Collective. Et il y a quelques temps, on a eu des problèmes avec un IBC, donc c'est des cuves d'un mètre cube dans lesquels on met de l'eau pour donner accès à l'eau aux personnes migrantes, en vertu du droit international et du droit français d'ailleurs. Et on a eu notre IBC donc, qui a été vandalisé à coups de couteau, donc il a été percé, donc tout l'eau s'est évacué. Ça s'est fait au même moment d'une éviction qui était conduite par les CRS. C'était assez violente, on a été témoins par la suite de nourriture qui avait été gazée par exemple à la lacrymo. Voilà, donc suite à ça, on a également eu des vols avec cette IBC, on en a perdu 2 ou 3, des vols de robinet. Il n'y a pas très longtemps, on a eu des voisins qui ont aussi vandalisé cette IBC. Et plus récemment, il y a 2-3 jours, la sous-préfecture a installé des énormes rochers. Voilà. Donc ils avaient mis des petits rochers au début, de quelques dizaines de kilos, qui ont été bougés assez rapidement par les migrants. Et là, ils ont sorti les gros moyens avec des gros rochers. Et donc on a, pour l'instant, on ravitaille donc, cette cuve vide qui est au bout du chemin. Il y a à peu près 35 mètres. On a bricolé un très long tuyau. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait.
voilà, sachant qu'on a été un peu pris au dépôt, ça nous empêche d'accéder avec les véhicules, donc on doit avec nos brouettes remplies de matériel, on doit les vider devant les rochers, faire passer la brouette par-dessus les rochers, voilà, ça prend un peu de temps. On s'est garé donc sur le parking de Leroy Merlin ou du Auchan, qui est un parking privé, donc la sécurité est venue nous dire qu'on n'avait pas le droit de se garer là pour distribuer ou ne serait-ce que pour charger nos brouettes. On s'est ensuite garé sur le chemin qui est à côté, qui est un chemin privé, donc le propriétaire est venu pour dire qu'on n'avait pas le droit de se mettre là parce que c'était un chemin privé. Quelqu'un de très sympa mais qui avait besoin d'exprimer son mécontentement, je pense, comme beaucoup de gens. Voilà, donc pour l'instant on se gare au bord de la route sans gêner la circulation. Mais voilà, c'est pas idéal comme Vous avez combien de situation. points d'eau en tout dans la ville de Calais? Nous on en avait installé 2, maintenant c'est le seul, donc qui sert en fait à peu près 500-600 personnes je crois. Bah, on y était, Donc ça fait que 1000 litres et donc on va le remplir 2 à 3 fois par jour. Ok, vous le remplissez plusieurs fois par jour, parce qu'on Ouais. y était il y a 2-3 jours, effectivement, en moins de 2 heures, il était quasiment vide quoi. Quand on arrive, en général ça s'est vidé assez rapidement et donc on remet 800-900 litres. Il n'y a pas une chaque voyage. obligation pour l'État de laisser Si. l'accès à l'eau normalement? Si, bien sûr. C'est pas aux associations de fournir l'eau sur l'espace public? Non, bah alors après peut-être qu'il y a un robinet qui est très très loin. Tout comme il y a une benne qui est très 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 loin. Et quand on pense que les gens ont des poubelles chez eux et qu'il y a un ramassage qui est fait au pied de notre porte, je suis pas sûr que si on demandait aux gens de faire 500 mètres pour aller mettre leurs déchets à la poubelle, s'ils le feraient forcément par exemple. Enfin voilà, il y a pas. Les gens sont pas traités de la même manière en fait. Stop like this. Walk the basic كده خليك تساند كده. نايس. 1 2 3 yes. Yes. Sorry. Okay. We do one more. Aujourd'hui, on a décidé avec des personnes solidaires, des bénévoles, de enlever les rochers qui bloquaient en fait la IBC. Donc la IBC, c'est la cuve qu'on remplit tous les jours pour les personnes qui sont dans ce lieu de vie. Et en gros, dans ce lieu de vie, là, depuis je crois décembre 2020, la préfecture et enfin, les autorités publiques ont décidé de ne plus venir ici pour aider les personnes déplacées. Donc il n'y a que les associations qui viennent. Et c'est pour ça qu'on a installé une cuve et qu'il y a des associations qui viennent distribuer de la nourriture
qui viennent distribuer des vêtements, des tentes, des couvertures. Et si les associations ne sont pas là, il n'y a personne qui vient aider ces personnes. Aujourd'hui, ici, il y a à peu près 700 personnes. Et c'était le 31 août qu'il y a eu des rochers qui ont été déposés. Les personnes qui vivaient sur le lieu ont réussi à les enlever eux-mêmes. Et le 8 septembre, ils ont redéplacé d'autres rochers, et des rochers beaucoup plus imposants qui pèsent au moins entre 1 à 3 tonnes. Et c'est pour ça qu'on a décidé aujourd'hui en fait, de prendre le matériel nécessaire pour les enlever et pour pouvoir continuer à pouvoir mettre de l'eau, parce qu'en fait ces rochers ils bloquent l'accès à nos distributions alimentaires et ils bloquent l'accès à l'eau. 1, 2, 3. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين ثلاثة مع بعض. يس أنا انتوا هنا جاهزين؟ واحد تري Ça fait 2 tonnes. Avec un cœur, Est-ce que c'est légal de la part de la mairie de faire ce genre de choses? En théorie, c'est illégal et c'est une entrave aux droits communs, c'est une entrave aux droits fondamentaux. Et non, c'est pas du tout légal d'empêcher des personnes de boire, de se laver, de manger. Mais après, à Calais, on se demande qu'est-ce qui est légal ou pas, quoi, parce que la loi elle est tout le temps contournée. Et pareil, ces rochers, ils ont été posés là. Mais je crois qu'il y a une journaliste qui avait demandé à la préfecture pourquoi ils avaient déposé ces rochers et qu'ils ont nié de je sais pas de quoi vous parlez et tout. Donc non, c'est pas légal. Après voilà, là, la dernière fois quand ils avaient été enlevés, on a pu continuer à distribuer. Et du coup, ils en ont reposé des plus gros et des plus imposants. Là, je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire après, vu qu'on a réussi à les enlever. Je sais que sous les ponts, quand il y avait une expulsion, ils avaient mis des grillages. Il y a un autre endroit aussi, ils avaient mis un mur en béton. Donc tout est fait en fait ici pour harceler les associations, les criminaliser les aidants aussi. Et tout ça, c'est un impact sur les personnes exilées qui sont ici. Et voilà quoi. قرب الحياة كلها. أراكم. اثنين ثلاثة. أنا واحد اثنين بيتك ليه وسوي Donc nous là on est principalement à Calais. Avant je sais que CFC allait à Grande-Synthe, mais maintenant on est genre 5 bénévoles, on n'a plus trop de moyens. Du coup on reste un peu dans Calais et on fait de la distribution alimentaire de nourriture sèche et l'accès à l'eau. Et le but de CFC c'est vraiment promouvoir l'autonomie et qu'on puisse faire en sorte que que les gars puissent cuisiner eux-mêmes avec des aliments qui leur permettent de faire des plats qu'ils ont envie de cuisiner. Et le but, c'est vraiment promouvoir les gens vers l'autonomie. Et voilà quoi. Est-ce que tu trouves que la situation s'est aggravée ces dernières semaines, ces derniers mois Ouais, je pense que Calais c'est de pire en pire. Et moi je suis là depuis 1er février, ça fait je crois 7 mois. Et j'ai discuté avec des personnes qui étaient là en 2016.
et qui me disait que c'était pas comparable et que c'est vraiment genre plus dur depuis qu'il n'y a plus la grande jungle qu'elle est maintenant, parce que là c'est un harcèlement quotidien. Tous les 2 jours les personnes elles sont expulsées, tous les 2 jours la police elle va venir lacérer les tentes, gazer les personnes. La dernière fois ils ont lacéré notre cuve au couteau, ils ont gazé la nourriture, il est même arrivé une fois qu'on ait brûlé la nourriture. Et puis ouais, les gens ils sont harcelés, c'est les associations aussi. C'est vraiment Calais quoi. Good, yeah. On va les remettre sur la ABC. Ah, good. تفاصيل يا والله المهم هذه المهم من الجانب هذول هاي شغالة كده بس Comment tu vois l'avenir? Dernière question. Ici là à Calais? À Calais. Moi ce que je dis souvent quand il y a des nouveaux bénévoles qui arrivent, et parce qu'on est vraiment dans une bulle à Calais et on n'a plus envie de repartir, et quand il y a des nouveaux bénévoles qui disent ouais c'est bon j'arrête mes études, je reste à Calais et tout, moi je leur dis mais reviens dans 30 ans, ça sera la même chose, voire même pire. Donc à l'avenir j'ai aucun espoir et ouais je me dis que ça sera toujours pareil et de pire en pire quoi. Donc Utopia 50, c'est une asso qui est née fin 2015 à Calais, Grande-Sainte, et qui maintenant est à plusieurs antennes partout en France. Et donc quel est notre rôle surtout à Calais ici, c'est vraiment de faire du lien. C'est un peu un pont Utopia entre les lieux de vie et les personnes exilées et ce à quoi elles ont droit, les institutions, aussi les autres associations, etc. C'est-à-dire que les personnes exilées dans les campements, dans les lieux de vie, elles ont certains droits. Par exemple, elles ont droit à l'hébergement au 115, elles ont droit au CES, elles ont droit d'aller voir le docteur, d'aller à l'hôpital, tout ça. Mais ce droit n'est pas forcément garanti parce que l'accès n'est pas garanti. Donc en fait, nous, le but, ça va être d'aller voir les personnes en maraude sociale, de leur expliquer, donner plein d'informations, et aussi du coup de garantir ce lien, de faire de l'accompagnement s'il y a des personnes qui ont besoin d'aller chez le docteur. Soit si c'est pas grave, on leur explique comment aller chez le docteur. Si elles ont un rendez-vous à l'hôpital, on va les accompagner au rendez-vous, histoire d'être sûr qu'elles aient accès à ce à quoi elles ont droit. C'est aussi de la redirection vers les autres associations non mandatées qui proposent des services différents. Il y a ceux qui distribuent à manger, ceux qui font du conseil juridique, ceux qui distribuent des tentes. Et en fait, comme on n'a pas, nous, cette pression aussi de donner des choses, on est assez libre dans ce qui est de pouvoir discuter sans que les gens nous demandent, en vrai, sans qu'on ait des tensions vis-à-vis du manque de matériel, etc. C'est-à-dire qu'on est clair sur, en fait, non, nous, on ne donnera pas. Par contre, si tu as besoin, tu peux aller voir telle personne, et là, tu pourras potentiellement avoir quelque chose. Vous
vous substituez pas à quelque chose de l'État, vous remplissez les vides de ce qui n'est pas fait en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas tomber dans remplacer l'État. On ne veut pas prendre le rôle ni compléter vraiment ce qu'il ne fait pas. Par exemple, il fait de la nourriture, mais il n'en fait pas assez. Nous, ça ne nous intéresse pas de... Enfin, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais on a la possibilité de ne pas tomber dans le fait de non, en fait, on va le faire à leur place. On préfère plutôt renvoyer le plus de personnes possible vers la distribution de l'État, histoire qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de personnes et qu'il augmente ses distributions. Pareil, on envoie le plus de personnes possible au 115, dans les hébergements mineurs. En fait, toutes les personnes qui veulent y aller, mais c'est pas de l'instrumentalisation, c'est vraiment toutes les personnes qui veulent y aller, qui nous demandent et qu'on voit, donc c'est déjà pas tout le monde en réalité qui aurait besoin d'y avoir accès. Et forcément, toujours, il y a un surplus de personnes, il n'y a pas assez de place, il y a surtout un manque de place. Et forcément derrière des stratégies de plaidoyer, etc. Mais l'idée c'est de permettre cet accès, et aussi de se rendre compte qu'en fait il n'est pas suffisant, et l'offre n'est pas suffisante, et qu'il faut augmenter les places, tout. Grillé. Bonsoir. Bonsoir. Je me balade dans le secteur, je suis journaliste. Vous êtes journaliste? Bah ça se voit, non? Bah non, pas trop, vous avez une carte de presse? Vous voulez vraiment là ça suffit pas? Ok. Vous mourrez de moi ou quoi là? Vous êtes journaliste à ce heure-là sur la plage? À quel titre vous êtes journaliste à cette heure-ci sur la plage? Eh ben, je fais un reportage sur la situation des migrants à Calais. Quelle info vous avez eu? Pardon? Quelle info avez-vous eu? Quelle info j'ai eu? Bah, je sais pas, vous êtes pas là au hasard? Bah c'est pas très compliqué de vous repérer vu le nombre de contrôles que vous faites sur la route, on a presque pas besoin d'informations si vous voulez franchement que je vous dise la vérité. Je suis là, c'est la première fois que je vois un journaliste papier. sur la plage, monsieur. Je vous donne ma pièce d'identité. Ah, je vous dis, ça fait des mois que je fais ça et j'ai jamais vu de journaliste sur la plage. Pourquoi? Quelle info avez-vous? Il y a journalistes et journalistes, comment dire. Il y a ceux qui restent au bureau pour recopier ce que la préfecture exactement. A écrit, et puis il y a ceux qui vont travailler sur le terrain. Je vous pose la question, pourquoi ce soir? Pas un autre soir? Ah, moi je suis là depuis une semaine, moi. Ah bon? Ah, c'est pour ça que vous m'avez vu. C'est à cause des jumelles infrarouges. Ah, exactement. Et bah bonne soirée, monsieur. Bah merci. Bah aussi. On a aussi un téléphone d'urgence qui est largement distribué dans les campements, qui sert aux personnes à nous contacter en cas d'urgence, c'est-à-dire quand elles ont besoin d'aller chez le médecin ou en cas de besoin. C'est vraiment le numéro qui est le plus populaire dans les lieux de vie. Si jamais il y a une nouvelle famille, ils nous contactent, qu'il faut aller voir, il faut s'en occuper, faire un appel 115. S'il y a des gens qui veulent aller à l'hôpital, aux urgences, si il y a des nouveaux qui arrivent, quelqu'un qui a vraiment besoin de, je sais pas moi, d'une couverture, etc. Bon, on va pas donner, mais on va réorienter des gens qui ont besoin d'informations. Et ce qui amène aussi les gens à avoir un peu confiance en nous, parce que souvent on intervient en fait, souvent c'est efficace. Et il y a aussi du coup des personnes qui utilisent ce numéro pour nous appeler quand ils ont des problèmes qui sont en mer et qu'ils ont des problèmes en mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait les personnes elles sont censées appeler le 112 à ce moment-là, enfin les gardes-côtes même le 196, et elles se retrouvent soit à pas réussir à les joindre, soit même parfois ils sont déjà quasiment en Angleterre et ils appellent le numéro d'Utopia, soit ils connaissent pas le numéro, ils nous appellent nous, pauvres bénévoles, souvent étudiants en vacances, pour faire un sauvetage en mer. Donc nous on a un protocole qui est très, très bien établi, où on prend plein d'informations pour pouvoir les retransmettre derrière au 112, enfin au sauveteur en mer, donc le 196, qui lui va intervenir sur place, parce que nous on n'a pas de bateau pour intervenir. Mais donc ça c'est une part, alors c'est un phénomène qui était très très rare, c'est-à-dire que avant cet été, le dernier appel il datait de l'hiver 2019-2020, donc il y a plus d'un an et demi. On a eu un appel en mai, et là depuis 3 semaines, on a eu peut-être 4-5 appels de personnes qui sont... on a fait un tweet d'un screenshot d'une conversation, il y a littéralement écrit We are blowing, ce qui veut dire on est en train de couler. Et en effet, les personnes étaient, on a su après, ils étaient 5, il y avait des mineurs, ils étaient dans l'eau. Ils étaient même plus sur le bateau tenait plus du tout. Et donc c'est-à-dire que là, pour le coup,
que l'État soit défaillant là-dessus et que du moins il n'y ait pas assez d'informations qui soient faites, sachant que les personnes vont prendre la mer dans tous les cas, c'est assez terrible. C'est-à-dire que nous, on fait aussi, pendant nos maraudes sociales, énormément de sensibilisation aux risques liés au passage. C'est-à-dire qu'on distribue ce flyer qui est traduit dans toutes les langues, donc là il est en arabe, avec des consignes de base de sécurité. Donc ça doit être ne pas essayer sans moteur. Là, c'est faire attention aux ferries, parce qu'en fait, la Manche, c'est une autoroute, c'est une zone maritime qui est très très dense, et les ferries, c'est une autoroute. C'est vraiment, il y en a un dans un sens, un dans l'autre, et ils ne s'arrêtent pas, et ils ne peuvent pas s'arrêter. Hein. Ferry, ça... Donc, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention à ne pas passer là-dedans. Là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Là, ça veut dire qu'il faut faire attention aux conditions de vent, il faut qu'il y ait moins de 10 nœuds de vent pour pouvoir tenter la traversée. Là, il faut faire attention aux vagues, il faut qu'il y ait moins de 0,5 mètres de vagues avant de tenter la traversée. Et là vraiment je ne sais pas. Parce qu'en fait c'est pas évident de connaître toutes ces consignes de sécurité. Il y a des gens qui sont informés, notamment par les réseaux de passage, etc., qui en fait eux ont les informations, mais aussi des gens qui vont tenter un peu tout seuls, ou qui sont pas au courant, qui se font manipuler, ou qui sont juste on leur dit c'est bon, et en fait c'est bien de pouvoir vérifier derrière s'il y a bien toutes les conditions. Il y a écrit ne jamais y aller sans gilet de sauvetage aussi, ça doit être écrit là-dedans. Là il y a ça veut dire for rescue, donc pour appeler les secours, il faut appeler le 112. Ça c'est un QR code qui renvoie vers un site internet sur lequel il y a plus d'informations à propos de ça, des informations sur l'asile au UK, différentes informations qui permettent en fait d'avoir accès aux droits, de savoir si est-ce que j'ai vraiment intérêt déjà à tenter la traversée, qu'est-ce que je vais avoir droit comme parce qu'il y a beaucoup de mythes sur l'asile au UK, donc ça permet déjà de clarifier les choses, et puis ça permet d'avoir plus d'informations là-dessus. Et après on a un deuxième flyer avec là plein de passes sanitaires, 4. Ça c'est Windy. Donc c'est un site, c'est pas de la promotion, hein, c'est un site de surfeurs grosso modo, pour avoir les conditions en mer de vent et de vagues. Et donc on a fait 2 QR codes qui relient un vers donc un point GPS dans la Manche avec le vent qui est à ce moment-là, et un avec un point GPS dans la Manche au même endroit qui renvoie pour les vagues, comme pour permettre aux personnes du coup de vérifier. Donc là c'est pour télécharger l'application histoire qu'ils soient bien au courant. Et ne jamais oublier, on précise toujours, en cas d'urgence, il faut appeler le 112 et pas appeler Utopia. Mais en fait, nous, si quelqu'un nous appelle, bien sûr qu'on va répondre. C'est pas le but que ce soit nous qui répondons aux appels d'urgence parce que, en fait, on n'est pas formé pour, on n'a pas les capacités, on n'a pas... puis ça a aussi confronté des bénévoles à des situations qu'en fait, si jamais ça marche pas, on veut vraiment pas être confronté à ça. Mais en réalité... si les gens n'appellent pas le 112, ou si surtout le 112 ils n'arrivent pas à communiquer parce qu'ils parlent pas bien anglais, et que nous parfois la communication est plus facile, on peut appeler un traducteur, etc. C'est bien qu'ils nous appellent dans tous les cas parce que nous on fera le transfert, il n'y a pas de souci.
a vu pas mal de bateaux de l'armée, voire des remorqueurs de haute mer escorter des navires qui étaient partis depuis les plages de Calais jusqu'à Boulogne. Pourquoi ils ne les abordent pas ? Alors dans les lois maritimes, les bateaux n'ont pas le droit de... Enfin la police, les bateaux qu'on voit en mer, en fait c'est des sauveteurs en mer. Donc ils n'ont pas le droit d'aborder les bateaux qui n'ont rien demandé. C'est des sauveteurs, donc ils sont là pour sauver les personnes qui sont en difficulté. Donc en fait, tant que les bateaux ne sont pas explicitement dans une situation de danger immédiat, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas explicitement avec des personnes dans l'eau, quoi, ou qu'ils n'ont pas demandé ou appelé à l'aide, ils n'ont pas le droit d'intervenir. Ça veut dire que pour interpeller les personnes, il faut que ça se fasse sur la plage avant qu'ils partent. Et donc c'est pour ça que les plages sont énormément surveillées. C'est pour ça qu'il y a une grosse présence policière, qu'il y a même tu disais, il y a un hélicoptère qui est avec des caméras thermiques, que vraiment les plages sont très 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 protégées. Parce qu'une fois en mer, ils ne peuvent plus rien faire, en théorie. Ils peuvent plus rien faire. Donc la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est s'ils voient un bateau qui manifestement ne va pas passer la traversée, c'est l'escorter pour pouvoir le secourir au plus vite. Après, c'est ce qui s'est passé il y a cette semaine. Voilà, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Après, nous, on n'a pas beaucoup de moyens de savoir ce qui se passe vraiment au milieu de la Manche. Et aujourd'hui même, il y a Watch the Channel ou Channel Rescue qui a fait un tweet avec des photos faites au télescope sur des gens qui, les bateaux anglais qui visiblement auraient bloqué d'autres bateaux, des small boats à la frontière, enfin à la frontière dans l'eau, quoi, pour faire des pushbacks en fait. Ce qui se passe déjà en Méditerranée et qui est contraire à toutes les lois maritimes. Un pushback, c'est repousser le canot dans les frontières françaises. C'est ça. Mais c'est-à-dire, en fait, c'est mettre en danger des bateaux dans l'eau. Mais la France le fait à la frontière italienne, par exemple. Il y a des gens qui passent la frontière italienne dans les montagnes, qui prennent aussi beaucoup de risques, et en fait, qui vont repousser les personnes, qui vont les ramener en Italie. Et ça, c'est interdit parce qu'en fait, quelqu'un qui arrive sur le territoire français pour demander l'asile, il a le droit de rester sur le territoire français, il est légal sur le territoire s'il est là pour demander l'asile. Enfin, c'est un véritable souci, mais on ne sait pas encore exactement. C'est vraiment des découvertes, on est en train d'évaluer ce qui est en train de se passer. Après, là, il y a eu les annonces de Priti Patel qui veut faire des pushbacks. Pareil, on va voir ça va se passer, mais nous, on a absolument... Enfin, si ça arrive vraiment, on va faire tout ce qu'on peut pour se battre contre ça parce que c'est abominable. Enfin, c'est vraiment mettre en danger les personnes. Outre le fait qu'il y a moins de soutien à cause du Brexit en ce moment, est-ce que ça a perturbé aussi le passage des réfugiés ? Alors le Brexit, ça n'a pas perturbé grand-chose parce que la frontière, elle existait déjà en réalité. Il y a les accords du Touquet, la frontière ici, même avant le Brexit, on la voit bien, il y a des murs, des grillages. En fait, ce que ça a surtout changé, le Brexit, c'est les voies légales de passage. Par exemple, pour le rapprochement familial, pour les mineurs, etc., qui pouvaient passer pour rejoindre leur famille, tout ça est grandement compliqué par le Brexit. Mais le reste, ça n'a pas changé grand-chose. Ce qui change vraiment, c'est la militarisation et comme ils disent, protection ou sécurisation de la frontière, qui en fait met de plus en plus les personnes en danger. Si on arrive il y a, je ne sais pas combien de temps auparavant, 5 ans, 10 ans, ça passait, même 5 ans, ça passait facilement en Eurostar. Il y avait 50 personnes qui passaient d'un coup en Eurostar, ça passait facilement en camion. Bon, là, l'Eurostar, ça passe plus du tout. Les camions, moi, quand je suis arrivé, c'était encore, en décembre 2019, c'était encore le camion qui était majoritaire. Il y avait beaucoup de personnes qui passaient en camion, c'était facile. Il y avait forcément, c'était pas facile, mais ça passait, quoi. Maintenant, il y a des scanners partout, il y a des chiens. Enfin, c'est très très compliqué de passer en camion maintenant. Donc les gens ont tenté en bateau. L'année dernière, ils tentaient en bateto depuis les côtes aux alentours de Calais. Donc ils tentaient à Marques, aux M de Marques, Sangatte, etc. Et maintenant là-bas il y a un dispositif policier qui est énorme, donc c'est beaucoup plus compliqué de tenter parce qu'ils se font attraper sur la plage, quoi. Donc ils s'éloignent, ils vont vers Boulogne. Et maintenant on l'a vu, il y a de plus en plus de policiers vers Boulogne, donc c'est de plus en plus compliqué aussi. Alors qu'est-ce que ça va être la suite ? Déjà en allant à Boulogne, ils s'éloignent de 30 km, donc ça fait beaucoup plus de chemin à parcourir. Si après ils peuvent plus s'éloigner, je me demande ce que ça va être, est-ce qu'ils vont tenter quand il fait pas beau ? Mais de toute manière, les gens ils passeront parce qu'ils sont là pour passer. Donc, à force, ça va juste mettre en danger les personnes, tuer des personnes. Enfin, c'est politique et tuer des personnes dans la Manche. Alors qu'en réalité, on pourrait juste faire des voies légales de passage. Enfin, de toute manière, ces personnes elles sont là pour trouver un refuge quelque part en Europe. Donc, soit on leur offre ce refuge là où elles le veulent en Europe et on organise des voies maritimes de passage, un pont humanitaire ou quelque chose comme ça. Mais là, c'est pas une solution et tout le monde le sait, et c'est vraiment se leurrer que de penser que de protéger, militariser comme ça la frontière, ça va arranger les choses.
Surtout que là, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées cette semaine à peu près. Ah oui, alors oui, non, cette semaine il y a... Ah oui, oui, il y a plusieurs milliers de personnes qui sont passées cette semaine. J'ai fait le compte ce matin, je crois qu'il y a 263 naufrages. Personnes vraiment, j'ai fait le compte ce matin, qui sont tombés, qui ont été secourus par les gardes-côtes. C'est-à-dire des gens qui étaient vraiment en naufrage. Mais c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé à Calais, ça. De quoi? Dans l'histoire même des 30 dernières années, il n'y a jamais eu autant de passages de la Manche par bateau. Il n'y a jamais eu, c'est tout nouveau le passage par bateau. Comment ça s'explique très récemment? Est-ce que c'est la météo par exemple? Parce qu'il n'y a pas de houle, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de vent, il a fait beau, il a fait chaud. Est-ce que c'est ça? Comment on peut expliquer? Comment ça s'explique? Donc déjà j'ai le chiffre, c'est bien 323 personnes qui ont été naufragées depuis la nuit du 5 au 6. Donc aujourd'hui on est le 13. Comment ça s'explique? Ça s'explique par deux choses. Un phénomène sur le long terme, qui est ce que je disais, c'est-à-dire que le passage en camion est de plus en plus compliqué, donc le bateau reste le dernier moyen de passer. D'autant plus que là, on a beaucoup de personnes qui ont déjà eu un parcours migratoire en Europe, notamment en Allemagne, qui ont travaillé là-bas, qui ont des sous et donc qui peuvent payer une traversée en bateau. Autre chose, sur le plus court terme, c'est qu'en fait, il a fait moche tout l'été, donc il n'y avait aucun moyen de passage tout l'été, et que là, il y a eu des fenêtres météo. Et là ça fait une semaine, mais vraiment le 10 août là, il n'avait pas fait beau depuis des semaines et des semaines. Tout le monde a essayé de passer. C'est là où on a battu des records de 830 personnes passées. Et là il y a encore tous ces chiffres qui sont faramineux, mais c'est normal, c'est parce qu'il n'a vraiment pas fait beau avant, quoi. On sait que l'hiver, il y a aussi des tentatives de passage en bateau, parce que j'ai déjà fait un hiver ici et je sais qu'on en a eu. Alors il y en a beaucoup moins parce que c'est beaucoup plus dangereux et qu'il y a plein de personnes aussi qui, quand elles ont des possibilités, par exemple de rester encore en Allemagne ou de rester ailleurs où elles sont en Europe, elles vont rester pendant l'hiver et elles reviendront l'été prochain. Mais il y a aussi des personnes qui vont vouloir passer maintenant en bateau et c'est terrible. Enfin, cet hiver en bateau, c'est terrible parce que, certes, parfois il y aura pas. Peut-être qu'il y a des jours où il n'y aura pas plus de vent, pas plus de houle et en soi le passage ne sera pas plus compliqué tant qu'on ne tombe pas dans l'eau parce que là une fois qu'on est mouillé, ici l'hiver il fait froid, il fait froid et humide et en fait ça par contre ça peut conduire à des drames, pas parce que les personnes tenteront alors qu'il y a plus de vent ou plus de vagues, mais aussi parce que en fait s'il fait froid, une hypothermie, ça peut conduire à tout simplement à la mort, mais aussi à des cas sévères de problématiques, quoi. Si tu pouvais t'adresser directement au ministre en charge de la question migratoire, donc Darmanin ou autre, tu leur dirais quoi? Alors, si je pouvais m'adresser directement au ministère, d'ailleurs je lui dirais que le problème n'est pas que français mais bien européen et du Royaume-Uni, que c'est vraiment toutes ces politiques européennes et du Royaume-Uni du coup qui mettent Calais dans cette situation. En fait, si les personnes exilées, on la connaît la solution, je dirais qu'on connaît la solution. C'est ni de bloquer la frontière, ni de continuer dans cette voie-là, et c'est celle qu'on est en train de prendre. La solution, c'est que les personnes qui sont là en Europe, qui sont à Calais, elles sont déjà arrivées en Europe, et elles veulent y rester, et elles ne retourneront pas dans leur pays. Et ça sert à rien, donc, de les bloquer comme ça à la frontière et de les faire vivre dans des conditions de vie inhumaines. Il faut les accueillir là où elles veulent être accueillies. Partout en Europe, il y a des personnes qui veulent retourner en Allemagne, il y a des personnes qui veulent rester en France, des personnes qui veulent aller dans plein de pays différents. Il y a des personnes qui veulent aller en Angleterre et pour elles, il faut organiser des voies légales de passage. Mais il faut arrêter de se leurrer sur cette fameuse théorie de l'appel d'air, comme quoi si on accueille les personnes, elles vont plus facilement venir. C'est pas vrai en fait, ou alors même si c'est vrai, tant mieux, parce que ça veut dire qu'au moins on est capable d'offrir ce refuge, d'accueillir les personnes comme il se doit. Et que voilà, il faut arrêter de se leurrer sur le fait qu'en protégeant une frontière, qu'en mettant les personnes qu'en protégeant la frontière, ça va empêcher les gens de venir. Les gens viendront quand même. Et même s'il y a plus de personnes qui viennent, si on accueille les personnes, tant mieux.